Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici la mini-conférence numéro 3 de ma chaîne consacrée à la discussion philosophique. Cette mini-conférence sera un petit peu plus longue que les autres, entre 11 et 12 minutes, vous voyez le temps qui s'affiche. Je vous remercie d'avance de l'écouter jusqu'au bout, si vous pouvez. Je voudrais développer dans cette vidéo une réflexion sur les rapports que nos pratiques de discussion philosophique et ma pratique singulière pourraient entretenir avec l'anarchisme. Une invitée de l'Université populaire de Caen me demanda un jour si la philosophie avec les enfants ne constituerait pas en fait une incitation à adhérer à ces thèses anarchistes sous couvert d'éducation démocratique. La question mérite qu'on s'y arrête et qu'on l'étudie peut-être sous différents aspects. Le premier d'entre eux est que, vu sa formulation, elle pourrait potentiellement concerner tous les animateurs de ce type d'approche. Si c'est ce dont il s'agit, alors clairement, la réponse est non. On ne peut en aucune manière penser que, d'une façon générale, nos pratiques contribuent à répandre des idées anarchistes dans l'esprit des participants à nos ateliers. Certains de mes collègues, des animateurs de discussions philo, avec des enfants, des ados, des adultes d'ailleurs, sont extrêmement directifs quand ils les mènent. Et dans ce cas précis, mener est bien le terme qui convient. Je vois mal, du coup, comment on pourrait devenir anarchiste en y assistant, sauf peut-être par réaction. À vrai dire, je me demande même, tant l'animateur est omniprésent, tant il monopolise la parole, tant, dans certains cas, l'échange entre participants se révèle impossible, ou en tout cas non sollicité, je me demande même si on peut encore parler dans ces cas-là, dans ces moments, si on peut encore les considérer comme une initiation à la vie démocratique. Le maître sait tout, le maître peut tout, il a les clés, il est omniprésent, quasi omniscient, il parle les 2 tiers du temps, il sait mieux que celui qui s'exprime ce que celui-ci veut dire, ou ce qu'elle veut dire, et il décode tous les signes, même les signes non-verbaux. Bref, pour moi dans ces cas, et même si on se déclare démocrate, on prépare plutôt des générations de moutons en ne voyant pas que la forme en éducation, et particulièrement, spécifiquement en philosophie, est au moins aussi importante que le fond. Et que s'imposer comme maître empêche l'accès à une quelconque autonomie. On peut d'ailleurs dire que cette posture est socratique, puisqu'elle affirme s'inspirer directement des écrits de Platon et qu'elle reprend nombre des caractères des dialogues qui les composent. Or, Platon n'était pas un démocrate, comme en témoigne sa vie. Il était issu de l'aristocratie athénienne, il a été proche de Denis l'Ancien, le tyran de Syracuse, et son œuvre aussi, où on constate une posture archi-dominante de Socrate dans les dialogues, où on peut voir aussi, on peut lire une description de la société idéale de l'Atlantide, où les rois ont le droit de vie et de mort sur leur sujet. On peut lire aussi dans son œuvre l'allégorie de la caverne, qui ôte toute possibilité de raisonnement construit au commun des mortels, etc. Se réclamer de Platon, sans une certaine distance critique en tout cas, revient évidemment à adhérer au moins partiellement à ces thèses, quelquefois d'ailleurs de façon tout à fait inconsciente. Maintenant, le deuxième aspect de cette demande qui m'avait été faite, on pourrait l'envisager comme ne concernant que ma pratique singulière. Mais à nouveau, on peut diviser la réflexion subséquente à cette question de 2 façons, qui sont l'une et l'autre assez peu valorisantes pour moi. La première pourrait signifier que j'avance masqué, avec l'objectif caché mais conscient de manipuler les personnes qui me sont confiées ou me font confiance pour les métamorphoser en vilains anarchistes. Mais si tel avait été mon but quand j'étais enseignant, il m'aurait suffi de faire la promotion de l'anarchisme dans le secret de ma classe, de prôner la mort de l'État, des lois, de toute forme d'autorité. Un discours du haut de la chair, frontal, il aurait suffi. Il aurait été bien sûr en totale incohérence entre le fond et la forme, mais les enfants ne l'auraient probablement pas perçu.
Bien des orateurs, qu'ils soient éducateurs, philosophes, hommes politiques ou autres, sont coutumiers de ce genre de grand écart. Il aurait fallu néanmoins, par prudence, édulcorer quelque peu le discours et la sortir de quelques subtilités langagières pour éviter des répétitions à la maison qui auraient pu éventuellement tomber dans des oreilles inadéquates. Mais pour qui possède quelques notions de rhétorique, même empirique, cela ne présente rien d'insurmontable. Et encore, le risque est de toute façon bien faible pour un enseignant qui procéderait de cette façon. J'ai ainsi subi les cours d'un professeur d'histoire quand j'étais en terminale, qui a passé une bonne moitié de l'année à nous parler de l'Union soviétique pour en faire l'apologie. C'était bien avant la chute du mur, bien évidemment. Et sans que nous ayons à ce moment notre mot à dire. Si je voulais agir de la sorte, je ne m'embêterais sûrement pas à organiser des ateliers de discussion qui, puisque ce sont les enfants, les participants qui décident des thématiques, peuvent porter sur des questions éloignées de toute notion politique au sens propre. Il me faudrait également fuir comme la peste toute forme de publicité à mon travail. Je fermerai la porte de mes ateliers aux journalistes, aux parents des enfants que je reçois. Je n'en dirai rien nulle part, pas d'articles, pas de sites, pas de vidéos sur Internet, etc. Il faudrait être fou ou suicidaire pour avoir de telles visées d'embrigadement tout en étalant ma pratique, ma démarche au grand jour comme je le fais depuis maintenant plus de 20 ans. Cette ouverture au regard extérieur est une volonté de ma part, comme en témoigne ma présence sur Internet, ainsi que les articles de presse, conférences, reportages télé et radio qui font assez régulièrement, ou ont fait assez régulièrement état de ma pratique, sans oublier les innombrables visites de parents, de journalistes, d'étudiants, d'enseignants, d'autres éducateurs qui ont assisté à tel ou tel de mes ateliers ou ont suivi un moment de formation que j'animais. La question posée pourrait aussi signifier que ces discussions philosophiques forment déjà des anarchistes sans que je m'en rende compte. Mais il faudrait alors que je manque franchement de la plus petite once de discernement pour poursuivre ainsi des buts sans en avoir conscience. C'est à désespérer des efforts que je fournis pour cerner et exposer partout où je le peux la volonté qui m'anime, les objectifs qui sont les miens. Car, disons-le tout net, je ne suis pas anarchiste, même si une telle affirmation nécessiterait qu'on s'y arrête pour définir un terme qui recouvre un grand nombre de postures. Et quoi qu'en ait dit publiquement certaines auteurs d'un documentaire sur nos pratiques, qui m'a ainsi qualifié, sans m'en informer, en dehors de ma présence, et sans que je puisse, bien sûr, répondre à cette affirmation de quelque manière que ce soit. Je n'ai découvert ces propos que fortuitement, au détour d'une vidéo postée sur YouTube, qui a été remontée depuis pour supprimer ce passage à ma demande, le réalisateur du documentaire m'ayant présenté ses excuses. Ce que n'a pas fait d'ailleurs la personne qui avait agi de la sorte à mon encontre. Notons simplement que de tels agissements en disent long sur l'éthique du personnage et sur sa compréhension des enjeux de la discussion philo dans son ensemble et de ma posture particulière. Je ne suis pas anarchiste, donc. Je n'ai par contre jamais fait mystère d'être un libertaire. Mais liberté est bien le premier mot de notre devise républicaine, non ? Pour moi, le libertarisme est l'essence même de la démocratie. Je le conçois comme le développement de l'aptitude à porter un regard critique radical sur soi et sur le monde qui nous entoure, ainsi que sur les relations qui unissent l'un et l'autre. Être libertaire signifie qu'on est capable, par une réflexion mesurée et consciente d'elle-même, dominée par la raison, d'échapper à la servitude volontaire comme le souhaitait Étienne de la Boétie au XVIe siècle. Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre, disait-il. Peut-être ne le rappellera-t-on jamais assez. Cela signifie également que, comme l'analysait Emmanuel Kant, il importe que les femmes et les hommes soient, deviennent et demeurent des majeurs intellectuels qui osent se servir de leur propre entendement. Je vise l'autonomie des jeunes qui assistent à mes ateliers. C'est pour moi la plus belle des missions de l'éducation,
au sens large, qui ne s'assigne qu'un but, que l'éducateur devienne inutile. Le bon maître, disait Nietzsche, c'est celui qui apprend à ce qu'on se déprenne de lui. Et ces visées se retrouvent évidemment dans tous mes ateliers, quel que soit le public considéré. De même que la liberté est la première des valeurs mises en avant par notre devise républicaine, la conquête de l'autonomie est assignée comme objectif par les instructions officielles de l'éducation nationale. Là encore, il faut nous poser un moment la question, nous arrêter sur la définition, mais c'est le travail même du philosophe, une de ses tâches fondamentales. Pour moi donc, l'autonomie, c'est la capacité que chacun doit avoir de se régir par ses propres lois, définition issue d'ailleurs directement de l'étymologie du mot. Ceci pourrait, par une analyse à courte vue, laisser penser que l'absence de loi est une option politique à laquelle la démarche peut aboutir, puisque chacun détermine les lois auxquelles il se soumet. Après tout, chaque individu peut, à la rigueur, décider qu'il est en droit de dérober le bien d'autrui, de conduire un véhicule au mépris du code de la route, de fumer là où bon lui semble, etc. Sauf que, les hommes, comme les grands singes, vivent en tribu, en bande, zoon politikon, comme dit Aristote, c'est-à-dire animal politique, social, sociable, grégaire. Que la démocratie, où la parole tient une place prépondérante, est justement l'art de prendre en compte cette réalité étho et ethnologique, et que précisément, nos démarches sont axées sur des moments de discussion en groupe, ce qui n'est évidemment pas un hasard, et qui s'oppose au solipsisme dont est perclus l'enseignement ordinaire de la philosophie. Le prof est seul face à ses élèves, l'élève est seul face à sa copie. Dans notre démarche de groupe, immanquablement, toute réflexion éthique ou morale qui ferait fi de l'autre est nécessairement remise en cause par l'autre, qui est réputé égal en droit. Celui, ainsi, qui affirmerait qu'il s'autorise à voler dans les poches de ses camarades, s'il en a envie, à ne respecter aucune règle, se verrait donc ipso facto rétorquer que n'importe quel autre membre du groupe pourrait en faire autant à son encontre. Le fait de discuter en groupe est un des piliers de la démocratie. Pratiquer cela avec des enfants ou des adultes débouche nécessairement sur la recherche de consensus, sur la nécessité de s'entendre pour élaborer des codes éthiques, bref, sur la mise au point de lois discutées, amendées et acceptées par tous. C'est une école de la liberté et de la vraie démocratie. Promouvoir le goût de la liberté, développer l'autonomie, ce n'est pas être anarchiste, c'est adhérer aux valeurs essentielles de notre pays qui fixent à l'école la mission de les transmettre. Voilà, c'est tout pour cette déclaration assez importante, préliminaire, qui me semble fondamentale. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits pouces bleus en bas, ça permet que ces vidéos soient plus vues, partagées, etc. Et éventuellement à vous abonner à cette chaîne. Merci encore de votre attention, à très bientôt pour une autre mini, moyenne ou longue conférence. Merci.